tous avoir affaire à des produits de qualité et c'est d'ailleurs notre droit le plus absolu. Seulement, nos habitudes de consommation nous empêchent parfois d'en faire l'expérience en plus de la mauvaise compréhension de la notion de qualité que nous avons. Aujourd'hui, dans l'interview, mesdames, messieurs, nous parlerons de qualité. À la table camerounaise, les menus sont-ils de qualité? Une question à laquelle notre invité nous aidera à répondre dans le cadre de ce nouveau numéro de l'interview CDBS Télévision. Vous faites bien de nous regarder. Je parlais de notre invité. Justement, aujourd'hui, on reçoit Franz Fauzé. Il est il est qualiticien. Il nous fait l'amitié de répondre à nos questions dans le cadre de ce nouveau numéro. Franz, bienvenue sur le plateau de l'interview et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Super, comme tout bon Camerounais d'ailleurs, en ce moment. On va entrer dans le vif du sujet. À chaud, on parle de qualité et Franz, quand on parle souvent de qualité, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. On dit tout le temps qualité, qualité, mais quand on entend réellement par qualité, c'est quoi la qualité? Alors, en matière de qualité, on a beaucoup de courants qui définissent la qualité. Aujourd'hui, on s'arrime beaucoup plus à celle qui est définie par la norme. Oui, notamment la norme ISO 9001, c'est celle-là qui prescrit les exigences en matière de management de la qualité. Bien, de façon simple, la qualité, c'est la satisfaction aux attentes d'un consommateur. Bien entendu, on parle de satisfaction ici d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire que les caractéristiques de ce service-là devraient satisfaire les personnes qui devraient bénéficier du service ou du produit. C'est ça la qualité. Et la qualité, on la retrouve dans tous les domaines. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un certain domaine? On dira par exemple que lorsqu'on propose de la nourriture, par exemple, il faut que ce soit de qualité. Est-ce que la qualité peut se retrouver dans un autre domaine, dans tous les secteurs d'activité? Voilà. Bien entendu, la qualité, ça intéresse tous les secteurs d'activité, ça se retrouve dans tous les secteurs d'activité, selon que ce puisse être l'audiovisuel, comme le vôtre, selon que ce puisse être le secteur de la santé, ou encore même du transport, de l'alimentation, et j'en passe. La qualité, ça concerne tous les secteurs, selon que ce puisse être des produits qui soient mis à disposition, ou alors des services. Du moment où ces derniers seront consommés ou utilisés par d'autres entités, la qualité ici est directement interpellée. Il y a certainement des critères qui sont universels. Quels sont donc les critères qualité auxquels un produit ou un service devrait répondre pour satisfaire sa cible? Alors, du point de vue de la qualité, c'est-à-dire les exigences de la norme ISO 9001, il est défini ici des dimensions de la qualité des produits et des dimensions de la qualité des services. Il y en a 8 respectivement. Alors, si on commence par exemple par les produits, on dira qu'un produit, lorsqu'on veut évaluer les aspects relatifs à la qualité, on commence par la dimension en lien avec la performance. Parler de performance, c'est parler des caractéristiques directement pour lesquelles le produit a été conçu, par exemple. C'est-à-dire que j'ai conçu un téléphone. Quand vous prenez un téléphone, c'est quoi sa fonctionnalité principale? C'est qu'il puisse faciliter la communication. Maintenant, ensuite, il y a les aspects accessoires, esthétiques et beaucoup d'autres. Donc, ces dimensions de la qualité, selon que ce puisse être des produits ou de la qualité des services, sont les entités sur lesquelles on s'appuie lorsqu'on veut évaluer de facto la qualité d'un produit ou d'un service. Mais après, maintenant, de façon spécifique, on a des exigences qui peuvent être réglementaires par rapport à la qualité des produits. Si on parle par exemple du pain, il y a une réglementation qui définit les spécifications du pain qui devrait être retrouvé sur le marché camerounais en termes de masse, en termes de constitution en farine de blé et même de sel, etc. Donc, parler de qualité ici, ça sera par exemple pour le cadre du pain de prendre ce produit et comparer les caractéristiques du produit qu'on a sur le marché à celles qui sont spécifiées dans la réglementation. Les paramètres réglementaires ici, là, sont les paramètres qualité pour ce produit-là. Pour d'autres produits, il y aura des normes dans lesquelles les spécifications seront édictées et elles peuvent être après d'application obligatoire ou d'application volontaire. Donc, on a toujours des principes ou alors des caractéristiques sur lesquelles on s'appuie pour dire que le produit il est soit de qualité ou alors le service il est de qualité ou non. Mais vous en avez cité 8 dès le départ. C'est vrai que vous avez commencé à énumérer. Vous avez cité la première. Est-ce qu'on peut énumérer les 7 autres? Alors,
Je disais, on avait la performance pour les produits qui renvoie, n'est-ce pas, à ce pourquoi le produit a été conçu. On a les accessoires, tout ce qui est secondaire à la fonctionnalité principale. On aura également le facteur esthétique. Comment est-ce que le produit il est du point de vue apparence, la beauté. On aura la maintenabilité du produit. Est-ce que le produit il est facilement réparable si lorsqu'on l'achète, s'il tombe en panne. On aura la durabilité du produit. L'instant qui s'écoule dans les conditions normales d'utilisation entre le début d'utilisation et la survenue de la première panne. Après, on a également la disponibilité du produit. Est-ce que c'est un produit qui est accessible? On a par la suite une autre dimension de la qualité qui est ici la qualité perçue. C'est-à-dire que j'ai pris le produit, je l'ai acheté sur le marché. Quel est mon ressenti vis-à-vis du produit? Par rapport, et ici on compare cela par rapport à nos attentes. C'est-à-dire que quand vous prenez un produit, vous avez des attentes au préalable. Ça c'est le client. Oui, le client. Maintenant, vous avez le produit entre vos mains, vous l'utilisez. Entre ce que vous attendiez et ce que vous vivez du produit, vous faites une comparaison. Ce que vous vivez du produit, c'est ce qu'on appelle la qualité perçue. Donc, vous allez comparer cette qualité perçue à celle que vous attendiez pour évaluer et voir est-ce que je trouve satisfaction ou pas. La satisfaction viendra de ce qu'il y a une équitabilité entre ce que j'attendais et ce que je perçois, ou alors il y a le fait que ce que je perçois est un peu au-dessus de ce que j'attendais. Il peut avoir également satisfaction dans ce cas de figure. Et bien entendu, si ce que j'attends du produit est au-dessus de ce que je perçois, bien entendu, vous ne serez pas satisfait. Là, on parlait du produit, mais est-ce que c'est valable également pour les services? Alors, pour les services, les dimensions sur lesquelles on s'appuie pour caractériser la qualité de service, ils sont différents parce qu'ici, le service, il n'est pas palpable. Une prestation de service, lorsque vous allez pour bénéficier des soins dans un hôpital, c'est une prestation de service. Lorsque vous allez pour couvrir un événement en tant que journaliste, c'est une prestation de service. Là, ce n'est pas palpable. Maintenant, là, on n'évaluera pas les mêmes dimensions que dans les produits. On évaluera par exemple des dimensions relatives qui peuvent parfois se rapporter aux entités qui prestent. Ça peut être le temps d'attente. Quel est le temps qui s'écoule entre le temps où j'ai formulé le besoin et le moment où on preste. On aura par exemple également, à part le temps d'attente, on aura, n'est-ce pas, l'accessibilité au service. Est-ce qu'on répond facilement? Est-ce qu'on peut bénéficier de ce service à tout moment? On aura également la promptitude. Est-ce qu'on est prompt à réagir même avant que le client ne se plaint? Anticiper? Oui, l'anticipation dans ce cas de figure. On peut avoir également comme autre dimension par rapport à la qualité des services, comment ils appellent encore cela? Ici, c'est la complétude. C'est-à-dire que vous avez formulé, je suis le client, vous êtes le provider, je formule mon besoin, il y a des composantes. Est-ce que l'ensemble des composantes de mon service formulé ou alors de mon besoin formulé a été satisfait? Là, on parlera de complétude. Maintenant, il y a l'exactitude. Est-ce que ce que je voulais, on me l'a donné tel que je le voulais? Donc, c'est des dimensions pareilles sur lesquelles on s'appuiera, par exemple, pour, n'est-ce pas, caractériser est-ce que le service, il est dit de qualité? Est-ce que le produit, il est dit de qualité? Et après, on rentre plus loin dans les spécifications propres au produit, qui peuvent ici être des caractérisations techniques par rapport au produit ou par rapport au service. Oui. C'est important de mentionner tout cela parce que ce sont des notions, il faut comprendre d'abord la notion avant d'aller un peu plus loin. On comprend par vos explications que la qualité, c'est simplement la capacité qu'a un produit à satisfaire le besoin de sa cible et donc qu'elle est complètement subjective. Parce qu'un produit qui me satisfait peut ne pas vous satisfaire. Oui, oui. Il y a ce facteur de subjectivité de la qualité, mais derrière, il y a des aspects un peu plus techniques qui viennent quelque peu diluer la subjectivité. Dans ce sens où on va dire que à chaque fois, on a une échelle de mesure qui, à un niveau par rapport à des marchés, peuvent être standardisés. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun qui se lève, par exemple, et dit, OK, moi je décide de mettre sur le marché mon huile.
une huile de palme par exemple. Pourquoi? Parce que on a, en matière de marché, on essaye d'encadrer les marchés pour il y a un standard. Voilà, il y a des standards, que ce soit sur les marchés locaux, que ce soit sur les marchés internationaux. Sur les marchés locaux, par exemple, le cas du Cameroun, on aura des normes qui sont édictées par l'Agence camerounaise de normalisation, la NOR, elle, qui est un organisme de normalisation, va édicter des normes par rapport à des secteurs d'activité, par rapport à des produits, afin de pouvoir encadrer ces derniers. Oui, mais permettez-moi de vous relancer, vous parlez quand même de normes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien direct entre la qualité et la norme? Bien entendu. Bien entendu. Il y a un lien direct entre la qualité et la norme. Mais la norme, c'est pas la qualité c'est pas la norme. Bien entendu. Il faut bien faire cette différence. La norme, ici, sera définie comme, ou vue comme ce référentiel qui prescrit les exigences par rapport à un service ou alors par rapport à un produit. Le référentiel. Et on peut aller un peu plus loin. Dans le cadre de certaines activités, on parle souvent de normes privées. C'est-à-dire que vous, la façon dont vous voulez votre maison, par exemple, il y a une norme générale en matière de dosage de béton, en matière de choix de matériel. Mais après, la configuration de votre maison, telle que vous la définissez dans le cahier de charges, ça constitue ici une norme privée. Mais on ne s'écarte pas du squelette défini par les normes qui peuvent être nationales ou internationales. D'accord, c'est bien. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On parle d'alimentation. Le concept de qualité intègre aussi la notion de responsabilité civile professionnelle des producteurs. Est-ce qu'on peut définir un peu cette notion? À quoi renvoie-t-elle? Alors, parler de responsabilité civile du producteur, c'est soulever directement cette même notion telle que définie dans le Code civil. C'est-à-dire que je suis responsable directement du dommage que causerait mon produit, si on reste dans le cadre agroalimentaire, sur un consommateur, de mon fait direct ou du fait d'une personne dont j'en ai la charge. C'est-à-dire que j'ai des employés qui vont aller vendre les produits que j'ai fabriqués. S'il y a une incidence sur les populations, j'en suis responsable. Je distribue moi-même le produit. S'il y a une incidence sur le consommateur, j'en suis responsable. Je pousse un peu plus loin pour qu'on puisse voir jusqu'où ça peut aller. Parce que quand on parle de denrées alimentaires, la première denrée alimentaire, c'est l'eau. Quand vous rentrez par exemple dans la réglementation en matière de l'eau, le fondement ici là, c'est la loi portant régime de l'eau, la loi de 98. Ici, il est dit par exemple dans ces articles 7 et 11, vous devez vous assurer de ce que la qualité de l'eau que vous mettez à la disposition de quelque personne que ce soit conforme aux standards de l'OMS en matière de potabilité des eaux destinées à la consommation humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une eau, j'ai foré chez moi, j'ai une eau, je dois mettre de l'eau à votre disposition, je devrais me prémunir de ce que on ait effectué les contrôles au préalable pour connaître la qualité de cette eau, qu'on ait effectué les traitements nécessaires afin que vous puissiez rentrer en possession de l'eau de qualité. Oui, mais combien le font? Très peu? Parler de très peu, c'est être aimable. Quasiment pas. Puisque d'aucuns trouvent qu'ils en ont déjà trop fait en donnant de l'eau gratuitement aux populations. Mais après, le préjudice causé, qu'est-ce qu'on en fait? Aussi même qu'on a le fait que les populations même qui rentrent en possession de ces eaux n'ont même pas la connaissance de ce que ce dernier qui met à leur disposition cela est garant également de leur santé. C'est pourquoi depuis 2018, on a la loi qui encadre la santé et la sécurité sanitaire des aliments, qui laisse comprendre clairement les notions de responsabilité civile, telles que vous l'avez soulevé, mais également de pénal. Porter atteinte à la santé du consommateur de façon, on dira, volontaire, on parlera... C'est préjudiciable. C'est préjudiciable. Voilà.
Est-ce que les petits producteurs sont également concernés par la contrainte de la qualité? Est-ce que la maman qui vend les beignets haricots au coin de la rue devrait elle aussi se préoccuper de la qualité de ce qu'elle vend? Et quand je parle de préoccuper de la qualité, vous avez dit qu'il y a un standard, il y a une norme. Comment est-ce que les petits producteurs, eux, devraient prendre en compte cet impératif de qualité? Alors, je dirais déjà que parce qu'on vit sur un État et que tout est légiféré, on est tous ici appelés à respecter la réglementation. Donc, aussi petits producteurs qu'on puisse être, on est interpellé et on devrait répondre également de la sécurité ou de l'impact qu'a nos produits sur les consommateurs. Donc, en matière de qualité, ici, on ne regarde pas quelle est la taille du producteur. On ne regarde pas quel est le secteur du producteur, selon que ça puisse être des denrées alimentaires ou bien de toute autre catégorie cosmétique et j'en passe. Donc, ces derniers, même s'ils ne produisent qu'une seule tomate qu'il met sur le marché, il devrait s'assurer, n'est-ce pas, de mettre sur le marché un aliment qui ne doit pas nuire à la santé d'autrui quand il prend cela pour consommer. Maintenant, les contraintes peuvent être de plusieurs ordres, selon que ça nécessite des formations, selon que ça nécite une organisation. Et je touche là les points sensibles ou les points saillants parce que ce sont ceux-là desquels on s'écarte généralement. C'est-à-dire que vous avez des producteurs que vous allez sensibiliser, vous allez vouloir former. Ben, ces derniers trouvent que c'est une perte de temps. Ils sont plus pressés d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de la santé des personnes qui vont consommer le produit? Ben, ils n'intègrent pas le fait que quand le consommateur est malade, pendant cette période, il ne consomme pas votre produit. Et donc, pendant cette période, vous ne faites pas de chiffres. Nous gagnerons à protéger le consommateur pour, n'est-ce pas, protéger également notre chiffre d'affaires. Parlons un petit peu des produits qu'on vend en grande surface. Dans l'imagerie populaire, on se dit qu'aller au supermarché, c'est plus prudent qu'acheter un aliment au coin de la rue. Est-ce que les produits qu'on vend en grande surface sont forcément de bonne qualité? Là, il faut évaluer plusieurs aspects. Plusieurs aspects, ça m'interpelle et je dois revêtir ici une autre casquette que j'ai, celle de biochimiste, parce que quand on parle de qualité, on soulève plusieurs aspects. Il y a les aspects en matière de sécurité sanitaire des aliments, on catégorise les dangers. On a des dangers chimiques, on a des dangers biologiques, on a des dangers physiques. Les dangers physiques, par exemple, c'est dire que vous avez votre verre de boisson et dans celui-ci, on a par exemple des débris. Là, ce sont des dangers physiques. On a des bactéries. Là, ce sont des dangers biologiques. Maintenant, chimique, comme ça le dit, tout ce qui est constituant chimique. La qualité ici regarde tous ces aspects. Alors, maintenant que ces aspects sont soulevés, est-ce que dans les grands rayons, les grandes surfaces, les produits qu'on y retrouve sont nécessairement de qualité? J'aime bien partager le point de vue du cancérologue, le professeur Henri Joyeux, qui dit que si vous voulez avoir un cancer, allez vite fait dans les supermarchés. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de produits qui sont dans les supermarchés sont gavés en stabilisants. Ce sont des produits chimiques. Nocifs pour la santé. Oui, pour la plupart. Sont gavés de colorants, produits chimiques, nocifs pour la plupart. Sont gavés de conservateurs. Maintenant, on en a qui sont produits par des industriels qui ont la maîtrise. On en a qui sont produits par des producteurs locaux qui n'ont des fois pas la maîtrise des produits qu'ils manipulent. L'étiquette de certains produits importés renseigne sur la constitution et par rapport aux analyses, lorsque vous faites des contre-expertises entre ce qui est marqué sur l'étiquette et ce qui est dans le produit, il y a des grands gaps. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais justement, lorsque je suis consommateur et que je me rends au supermarché, j'achète une boîte de conserve que je consomme par la suite. Après, j'ai un mal gastrique. Qui est garant à ce moment-là de ce qui m'est arrivé? Puisqu'on parlait de responsabilité civile. Alors, les garants ici sont de deux ordres. On a le distributeur et on a le producteur. Le distributeur, pourquoi? Parce qu'on a
une réglementation en matière de distribution. La première barrière, le premier filtre devrait être mis depuis la porte d'entrée chez ce distributeur. A-t-il demandé au fournisseur de son produit la fiche technique des produits, des bulletins d'analyse, pour s'assurer de ce que je veux prendre là des produits qui sont sains pour mettre dans mes rayons avant de les proposer à ma clientèle? Combien le font? Combien le demandent? Parce qu'il ne l'a pas fait, là, il achète une part de responsabilité. Et donc, il devrait également endosser cela et dire répondre juridiquement du dommage ou du préjudice que le produit que vous avez pris dans ces rayons vous a causé. Responsabilité en cascade. Ouais. D'accord. Alors, ça me permet de vous poser la question, puisque vous êtes qualiticien, oui. On disait la responsabilité en cascade, ça doit partir depuis la personne qui réceptionne les produits oui. Dans les surfaces dans lesquelles ces produits-là sont commercialisés. Et donc, ça met sur la table l'importance du qualiticien dans les entreprises. Oui, de plus en plus, cette importance est démontrée. On faisait encore un grand soulignement de cela pendant les célébrations de la Journée internationale de la normalisation. Question de mettre un peu plus en avant la nécessité, non pas d'intégrer des personnes, mais d'intégrer la fonction qualité dans la production. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, parce que vous avez des entreprises dans lesquelles on a des responsables qualité, mais la fonction qualité ne vit pas. C'est pourquoi on parle de culture qualité de l'entreprise. La culture qualité de l'entreprise veut que ce soit l'implication de l'ensemble du personnel, que ce ne soit pas la responsabilité d'une personne. Voilà. Donc, on doit implémenter la fonction qualité plutôt que la personne garante de la qualité. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir depuis l'entrée, je dois réceptionner la matière première. Quelles sont les caractéristiques de la matière première qu'il me faut pour arriver à un produit tel que je le veux, mais qui n'aura pas une atteinte sur la santé du consommateur. Ça fait que quand on réceptionne la matière première, on effectue les contrôles. On est dans le contrôle qualité. Pendant la production, on a identifié ici les points critiques de contrôle qui seront suivis afin, n'est-ce pas, de pouvoir s'assurer de ce qu'on arrive à la fin à un produit qui va répondre aux besoins du client sans compromettre sa santé et sa sécurité. À la fin de la production, ce n'est pas parce que les contrôles ont été faits en amont qu'on doit nécessairement éliminer le fait qu'il puisse avoir eu des erreurs. Donc, on doit effectuer des contrôles également, produit fini, afin de pouvoir libérer le produit, que celui-ci aille sur le marché. Mais beaucoup vous diront que c'est un processus qui est quand même lourd et plutôt long. Le processus, il est long, on se l'avoue. Le processus, il est coûteux également, on se l'avoue. Mais ça vaut nettement mieux de produire, par exemple, 5000 bouteilles de jus que vous avez contrôlées tout au long du process et vous assurer que ce sont des produits de qualité qui vont finir consommés sur le marché, plutôt que de produire 5000 bouteilles de qualité douteuse. Donc, une personne qui a la connaissance avérée en matière de responsabilité civile pourrait vous poursuivre en tant que consommateur du fait que la qualité de ce produit ne soit pas propre à sa consommation. Et ça nous permettrait de vendre un peu plus nos produits quand même à l'extérieur également? Bien entendu. Le marché camerounais aujourd'hui connaît de grands problèmes de ce fait parce que l'image qu'on a envoyée tant localement, c'est-à-dire sur le territoire, qu'à l'international, est celle selon laquelle peu importe qui, peu importe comment, le produit il va finir sur le marché. On a de plus en plus aujourd'hui sur le terrain des producteurs qui se plaignent de ce que ils n'arrivent pas à écouler leurs produits dans la sous-région. C'est-à-dire que vous produisez des jus, vous produisez des légumes pré-cuits, vous voulez vendre dans la sous-région, le produit arrive en Égypte, à l'entrée, il est contrôlé et il est détruit. Parfois, pourquoi? Parce qu'on a retrouvé les salmonelles, germes responsables de la typhoïde, dans vos légumes. Vous avez une cargaison de 2, 3, 4 conteneurs de 40 pieds qu'on détruit, c'est une grosse perte. Si les contrôles avaient été faits tels qu'énoncés précédemment, je contrôle tout ce qui est intrant, c'est l'eau, les légumes et la matière première.
et les opérateurs, les principes d'hygiène qu'adoptent les opérateurs qui manipulent le produit. Tout cela, on doit regarder. Quelle est la méthodologie même de travail? On doit regarder. Est-ce que le matériel qu'on utilise dans la production satisfait aux exigences par rapport à la catégorie de denrées alimentaires? Voilà des éléments sur lesquels on devrait agir. Et parce qu'on se dit, c'est trop d'argent, c'est trop de temps, et parfois l'expression qui revient sur le terrain, ce sont les choses des blancs, on en arrive à produire et ne pas vendre localement. On arrive à produire et ne pas pouvoir exporter. Le plus gros besoin de bien des producteurs locaux, c'est de vendre leurs produits à l'international. Mais après, moi je continue par exemple de leur dire que vous vous trompez. Vous n'arrivez pas déjà à satisfaire le marché de votre village. Ben vous voulez déjà vendre à l'étranger. Il y a des exigences locales concernant votre produit. Vous n'en avez pas connaissance. Vous ne pouvez pas vendre à l'étranger. Alors, ça me permet de vous poser une dernière question pour sortir de cet entretien. Qu'est-ce que les producteurs locaux, des petites entreprises comme de grandes entreprises, pourraient faire pour améliorer la qualité des produits qu'ils proposent? Alors, je reprendrai ici de façon échelonnée. Les gros producteurs, eux, c'est plus facile pour eux de mettre en place les systèmes de management de la qualité et de faire vivre cela. Pour y arriver, ils peuvent recruter des personnes compétentes, ils peuvent passer par le canal des cabinets qui ont la compétence pour les accompagner à piloter ou à implémenter le système, afin que la gestion de la qualité interne puisse bien se faire. Maintenant, les petits producteurs, vu qu'ils ont des problèmes du point de vue organisationnel, du point de vue financier, qu'ils cessent déjà de se revendiquer des paternités des choses qui ne fonctionnent pas. C'est dire que on veut avoir, c'est mon produit sur le marché. C'est moi qui ai créé le saucisson d'escargot. Oui, tu as créé cela. Mais quand on mange, on tombe malade. Tu n'as rien créé. Donc, il gagnerait par exemple à se mettre en équipe et se faire accompagner. Parce qu'en se mettant en équipe, même si c'est une équipe dans laquelle on produit plusieurs choses, on aura là comme une équipe ici qui a plusieurs produits qu'ils mettent sur le marché. Mais après, ça fait qu'ils peuvent chacun sortir de leur bourse un montant qu'ils vont allouer à la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. On a des exigences locales là-dessus. C'est une norme camerounaise qui les prescrit en matière d'industrie alimentaire. On va les former là-dessus. Les principes prérequis, c'est dit quels sont les éléments qu'il faut quand on veut s'implanter dans une zone en tant qu'industrie agroalimentaire ou unité de transformation agroalimentaire, du point de vue environnement, le milieu de production, du point de vue personnes, ceux qui vont travailler, du point de vue matériel, du point de vue méthode, l'organisation. Une fois qu'ils auront acquis les principes ou les préceptes qui sied avec leur production, je pense qu'ils maîtriseraient mieux leur production et ils rentreraient facilement sur le marché avec des produits qui sont facilement acceptables. Donc vous proposez des franchises pour les petits producteurs? Pas des franchises. C'est-à-dire que le regroupement en équipe d'artisans. J'ai un producteur de saucissons, de jambon, de porc, j'ai un producteur de légumes, j'ai un producteur de jus. On se met ensemble pour créer une seule entité qui vend 3 produits différents. Ça fait que ça ne pèse pas sur moi seul de prendre un cabinet ou un formateur pour nous accompagner, pour m'accompagner seul. Mais là, on est à 3 pour prendre un formateur qui nous accompagne tous 3 sur nos 3 produits comme étant une seule entité. D'accord. J'espère que vos conseils leur seront précieux. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à nos questions. Merci aussi. Voilà, merci à vous de nous avoir regardés. Nous espérons que vous avez été édifiés sur la question. Dans le cadre de ce nouveau numéro, on rappelle que vous pouvez désormais nous regarder sur le bouquet 312 des bouquets Canal+. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. À très vite pour un nouveau numéro de l'interview sur DBS Télévision.